Bonsoir à toutes et à tous. En première partie de l'édition d'aujourd'hui et calendrier oblige, nous allons parler de la rentrée parlementaire, une étape habituelle dans la vie politique du Royaume, et pas que du Royaume d'ailleurs, sauf que cette fois, elle n'est pas si habituelle que ça. Les partis politiques arrivent un peu cabossés par une conjoncture économique et politique plutôt morose, et aussi par des tiraillements multiples, des tiraillements entre majorité et opposition, entre partis de la majorité et au sein même du parti conduisant la majorité, le PJD en l'occurrence. Nous sommes aussi à quelques jours d'un véritable test pour les partis formant la majorité, à savoir l'élection du président de la Chambre des conseillers. Le sortant, Hakim Benchemmas, par ailleurs patron du PAM, devrait être reconduit, mais avec les voix d'une partie de la majorité, ce qui serait assez étrange. C'est donc dans cette atmosphère que devra s'ouvrir cette session d'automne du Parlement, avec une loi de finances à examiner, discuter, débattre et voter dans un climat social plutôt chaud. En seconde partie, après la pause, nous irons aux États-Unis où le compte à rebours pour les élections de mi-mandat a été enclenché. Il est habituel que ces élections soient défavorables aux partis qui occupent la Maison-Blanche, dans ce très savant et encore plus subtil jeu de pouvoir et de contre-pouvoir caractéristique des États-Unis. Mais cette année, la personnalité du président Trump, ses sorties locales ou internationales, son caractère emporté et fougueux, et les différentes joutes qu'il a enclenchées avec à peu près tout le monde dans le monde, donnent à cette élection un parfum plutôt particulier. Avec nous pour débattre de ces thèmes, Jamal Hatabi, vous êtes doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia. Bonjour, merci d'être là. Merci. Hassan Alaoui, vous êtes directeur et cofondateur du mensuel Maroc Diplomatique. Bonjour et merci aussi d'être là. Bonjour. Et Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma et habitué de ce studio. Bonjour et merci d'être là aussi. Alors, comme nous le disions en ouverture, le Parlement arrive à sa rentrée en ordre plutôt dispersé, avec des tiraillements entre tout le monde, qui opposent la majorité, qui opposent l'opposition, qui opposent l'opposition entre elles, la majorité entre elles et le PJD. Alors, Jamal Hatabi, avant d'en arriver à ces rapports de force, à ces joutes et à ces difficultés, quel est l'agenda législatif du Parlement après son ouverture officielle par le roi Mohamed VI? Merci pour l'invitation. C'est un agenda très chargé. Il est lié à la dynamique créée par le discours royal de la fête du trône il y a quelques mois, où Sa Majesté a tracé la ligne à poursuivre pour l'année prochaine et pour peut-être la décennie prochaine, avec un dénominateur commun qui est celui de la jeunesse, donc prendre soin de la jeunesse. Le premier, et parmi les premières lois, donc ça sera d'abord la loi de finances qui a été discutée hier et où on a vu l'impact social est donné. Donc on doit s'occuper d'abord de l'embauche des jeunes, on doit s'occuper de la santé, on doit s'occuper de l'emploi et on doit s'occuper aussi de tout ce qui touche au social au Maroc, bien entendu pour répondre à cette sinistrose qui règne depuis quelque temps dans notre pays. La deuxième loi importante aussi concerne la loi cadre sur l'éducation, puisque nous sommes toujours dans la jeunesse, une formation qui doit non seulement donner des compétences aux élèves, aux étudiants, mais elle doit surtout leur permettre de s'insérer dans le marché de l'emploi. La troisième loi aussi très importante, c'est celle liée au service militaire. Donc, si, bien entendu, on a un système défaillant, il produit parfois des laissés pour compte, des gens qui restent sur le bord de la route. Et le fait de créer ce service militaire obligatoire, c'est pour enrôler à nouveau et insérer à nouveau ces jeunes dans la dynamique sociale qui est celle d'abord de former les jeunes et surtout de leur trouver une embauche, de leur trouver une insertion après dans le milieu de... Le troisième volet aussi, c'est celui de la réforme des centres d'investissement, des centres régionaux d'investissement. Il y a aujourd'hui un bilan qui n'est pas très satisfaisant et la loi va permettre de les rendre beaucoup plus performants en conjuguant cela aussi avec la loi qui touchera la déconcentration, puisque rien ne se fait, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de développement local, et le développement local se fait dans la périphérie en transférant des compétences aux administrateurs locaux.
Donc, ils auront de quoi s'occuper. Nos 500 quelques parlementaires, entre conseillers et députés, auront de quoi s'occuper pour les semaines à venir. Alors, Hassan Alaoui, dans ces deux discours de l'été, le roi Mohamed VI avait tracé une feuille de route pour le gouvernement et le Parlement. Et cette feuille de route est fondée en très grande partie, sur le social. Il y aura donc du social dans la loi de finances. Mais est-ce que le gouvernement aura les moyens de faire ce social? Et est-ce que le Parlement est disposé à le lui procurer? Il faut beaucoup d'argent. Bon, moi, je commencerai par rappeler que, en ce qui concerne le volet social, Sa Majesté a déjà, il y a un an, dans le discours d'investiture du Parlement de l'année dernière, donc en 2017, avait déjà mis l'accent très fortement sur la dimension sociale. Il est revenu, bien sûr, quelques mois plus tard, à Al-Husseima sur cette dimension, n'est-ce pas, de social, d'emploi, de travail des jeunes, comme a dit notre ami, et j'allais dire, une feuille de route très très claire. Ensuite, il est revenu, il l'a rappelé encore dans le discours du 20 août, qui est donc le discours de l'anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Et je dirais même que dans la réunion qu'il a tenue le 1er octobre au Palais Royal sur, j'allais dire, l'accélération du programme de scolarité et d'éducation et tout ça, donc il y a, je dirais, une préoccupation cardinale, majeure chez Sa Majesté, qui est effectivement le social. Et le social, on l'a vu encore, justement, ça se reflète directement dans le projet de loi de finances qui a été adopté hier par le gouvernement, donc au niveau du Conseil du gouvernement, et au niveau, surtout, l'après-midi du Conseil de ministres que Sa Majesté a présidé, où effectivement, ça a été paramétré, je veux dire, au niveau de 4 axes très très importants que le professeur a énumérés. Je ne vais pas les répéter parce que je dois laisser la parole. Mais on sait maintenant que, si vous voulez, la philosophie, un petit peu la tendance, et pas la tendance seulement, c'est-à-dire la priorité cardinale, la priorité des priorités, c'est le social. Maintenant, comment on va le financer? C'est au ministre, évidemment, des Finances, le nouveau ministre, M. Benchaboun, j'allais dire, de l'éclairer, de nous éclairer. Oui, mais il n'y a pas 50 000 solutions. Soit il faut couper J'allais en venir, justement. Hein? Et ça a été proposé, donc, j'allais dire, la réforme de la TVA pour les entreprises, l'investissement, ça a été rappelé de manière très forte, le taux de croissance qui est donc à revoir, le déficit budgétaire qu'il faut aussi revoir, n'est-ce pas? Je ne suis pas un spécialiste, mais je peux très bien comprendre que maintenant, effectivement, il y a une politique qui se dessine, surtout avec, si vous voulez, la main derrière qui pousse de Sa Majesté, et donc une volonté politique très très claire. Il y a un grand discours, et certainement encore des indications très 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 pertinentes et très précises, et on pourra donc évidemment, et la commission des finances est déjà prête, si vous voulez, et évidemment elle va commencer, parce que même le timing a été défini, c'est le 25 octobre, je crois, que ça va commencer déjà le débat en commission sur ce qui va se passer. Et donc il y a moyen évidemment de vérifier tout ça par rapport, je veux dire, en termes de secteur public, hein, dont il faut évidemment voir les avantages qu'il va, pas les avantages, je veux dire les prérogatives nouvelles qu'il va avoir par rapport à la politique économique, le secteur privé aussi, donc qui va participer mais qui va être aussi encouragé, et certainement c'est comme ça qu'on engage, si vous voulez, un plan national qui s'appellera le plan sociétal. Très bien. Ça, alors on a eu la question juridique, la question économique, une question plus politique, Naïm Kamal. Il y a eu un changement majeur pour cette rentrée, c'est qu'il y a eu un changement à la tête du deuxième parti, quantitativement parlant, au niveau de la Chambre des représentants, savoir le PAM avec sa centaine de députés. Ilyas Al-Oumari est parti. Il a été officiellement remplacé cette fois par Hakim Benchemez, qui est par ailleurs président de la deuxième Chambre. Est-ce que vous attendez à des changements de rapport de force au sein de l'institution législative avec ce changement? J'allais dire que pour qu'il y ait changement des rapports des forces, il faudrait qu'il y ait d'abord des forces en présence. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Une centaine de députés, c'est quand même une force. Ça dépend comment vous calculez la force. C'est l'arithmétique parlementaire ou la densité populaire. Donc, on ne va pas vraiment entrer là-dedans pour essayer d'évaluer. Vous l'avez dit vous-même au début, dans votre introduction. C'est des partis qui arrivent à une rentrée parlementaire cabossée. Ils sont dans un état miteux, calamiteux, qu'oserais-je encore dire, pour décrire
la scène politique nationale au jour d'aujourd'hui. Bon, on manque de clarté, on manque de visibilité, on manque de repères. On ne sait pas aujourd'hui à qui est dévolu le rôle, parce qu'il y a quand même énormément de concurrence à l'intérieur de ce que a toujours été la majorité au Maroc, la vraie, pas celle qui est l'objet des alliances politiques au sein de la Chambre. Mais c'est-à-dire que, est-ce que finalement, qui va conduire face aux partis traditionnels et face au PJD l'expression politique populaire? Est-ce que ça va être le RNI ou ça va être le PAM? Est-ce qu'il y a des possibilités? Il est dans la majorité. Oui, je sais qu'il est dans la majorité, mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vraies et de fausses majorités. Il y a les majorités qui sont des alliances gouvernementales, et il y a les vraies majorités sociales et économiques et politiques qui sont en présence sur le terrain. Et là, il y a ce que j'oserais appeler une malsaine concurrence entre des forces similaires. Et peut-être qu'il va falloir... La Tunisie a bien réussi ça face à Nada, avec Nida Tounes, même s'ils ont maintenant beaucoup de difficultés. Il va falloir trouver une convergence des forces pour que les forces de la modernité, les forces du progrès, les forces du développement puissent se retrouver et se regrouper. Je sais que ce n'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais puissent se regrouper et travailler d'une seule main et s'exprimer d'une seule voix. On a une opposition représentée par deux partis principaux que sont le PAM et l'Istiqlal. Est-ce qu'ils communiquent entre eux pour former une opposition homogène ou chacun joue son jeu? Ça m'étonnerait qu'ils puissent... L'Istiqlal fait partie de... Même s'il essaye de se redonner une nouvelle jeunesse avec Nizar Baraka, l'Istiqlal fait partie des partis traditionnels. Le PAM fait partie de cette majorité sociale qui n'a pas encore trouvé une expression politique unie et une. Et donc, qu'il y ait des contacts, qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des pourparlers, qu'il y ait des coordinations ponctuelles, oui. Mais on voit mal comment le Istiqlal ferait des alliances plus stratégiques, plus profondes avec le PAM, de même que je vois mal le PAM faire des alliances stratégiques et politiques avec l'Istiqlal. Alors on reviendra sur cette question pour l'élection du président de la deuxième chambre. Jamal Khattabi, dans la pratique démocratique, ce sont l'exécutif et le législatif qui ont l'initiative des lois. Or il se trouve que c'est en très grande partie le gouvernement qui est, c'est-à-dire l'exécutif qui a cette initiative. C'est dû à quoi? C'est une atonie parlementaire ou un activisme du gouvernement ou un manque d'entente, mésentente, quoi? Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est même l'essence même de la séparation des pouvoirs. Vous savez, il y a toujours ce va-et-vient entre l'exécutif et le législatif, et l'exécutif prend toujours le dessus sur le législatif, ne serait-ce qu'à travers la dénomination des textes qui viennent. Quand le gouvernement propose quelque chose, c'est un projet de loi. Quand ce sont les parlementaires, c'est une proposition. L'article 70 de la Constitution marocaine et suite est très clair. La loi est du ressort du Parlement, mais c'est à l'intérieur du Parlement que les choses se font. Normalement, les parlementaires ont la possibilité de faire des propositions. La qualité peut-être des parlementaires, la qualité du travail gouvernemental. Donc le fait de faire une loi est une chose technique très complexe. Donc c'est pour ça que l'exécutif prend généralement le dessus sur le législatif, avec un calendrier qui est établi par le gouvernement lui-même, avec l'agenda qui est établi par le gouvernement lui-même. Donc c'est tout à fait normal, et ceci n'est pas une spécificité marocaine. Quand on regarde les grandes démocraties, en Grande-Bretagne par exemple, ou partout ailleurs, c'est le gouvernement qui prend le dessus. 90% des lois sont d'origine gouvernementale. Donc ceci n'est pas une anomalie. Ça fait partie du fonctionnement normal des démocraties, et notamment des parlementarismes rationalisés.
il faut aller vers plus de propositions de loi émanant du membre du Parlement. Mais il y a un travail à faire, et vous, M. Kamel, tout à l'heure, Naïm en a parlé, il faut une régénérescence de la classe politique avec, pas de nouvelles têtes, mais avec des nouvelles idées. Nous avons des problèmes sociétaux aujourd'hui auxquels il faut faire face. Il faut des parlementaires qui sont en contact avec les nouvelles générations, avec les nouvelles technologies, etc. Et il faut aussi que les partenaires de ce Parlement, que les médias, l'université aussi, fassent son travail pour que nos parlementaires soient à la hauteur de la tâche qui leur est confiée. Très bien. Hassan Alaoui, politiquement, globalement, je peux vous demander quel est l'état de la majorité et de l'opposition aujourd'hui, mais je précise cette question par le fait que nous avons, la semaine prochaine, l'élection du président de la Chambre des conseillers. Hakim Ben Choumassela, je le disais en introduction, il y aura en face de lui Abdessamad Rioux de l'Istiqlal, mais l'un et l'autre ne pourront passer qu'avec des voix de la majorité. Comment vous expliquez ça? Le paradoxe marocain. Voilà. On arrive à vous. Je sais que vous avez des choses à dire là-dessus, on va y arriver. Je lui souffle le mot. Laissez-le déjà terminer sa réponse. J'allais dire plus que le paradoxe, effectivement, c'est la qualité du Maroc d'avoir des assemblages un peu, comment dirais-je, atypiques, et pardonne-moi, c'est encore toi qui souffles, et qui fait que même au niveau, j'allais dire, des formations du gouvernement, c'est caractéristique d'un manque de cohérence, n'est-ce pas? Et la cohérence, elle va avec la cohésion. Et on ne peut pas avoir la cohésion si on n'a pas la cohérence. Donc déjà, le fait qu'il y ait 6 partis d'horizons opposés et contradictoires, ça complique, je veux dire, les choses, et ça nous dit un peu comment fonctionne la politique. Donc si Ben Chemmas, lui, il est issu d'un parti politique, je veux dire, qui n'est pas dans le gouvernement, qui n'est pas dans la majorité. Riyouh aussi, c'est le parti de l'Istiqlal qui sont dans l'opposition. Donc, je ne sais pas comment deux personnalités vont émerger de l'extérieur pour venir un petit peu, évidemment, vous me direz que c'est de la démocratie. Ça complète ce que je vous disais tout à l'heure sur les discussions entre Istiqlal et PAM, apparemment. Pourquoi le gouvernement, pourquoi la majorité n'a pas de... Justement, c'est la question que je voulais poser. Voilà. La question a été posée par le professeur Ktabou, vous y répondez aussi. C'est ce qu'on appelle l'accord tacite. Voilà, donc il y a ce jeu d'alliance. Mais moi, je dirais, puisque la question vous a posé l'état des uns et des autres, c'est que il y a une analyse à faire au niveau, si vous voulez, de l'ensemble des partis, si vous voulez, de l'édifice, n'est-ce pas, gouvernemental et tout ça, composé de 6 formations qui sont opposées pratiquement. Hein. Et ensuite, il y a l'analyse à faire au niveau de chaque parti lui-même. On sait que le PJD aujourd'hui, il traverse une crise intérieure très très grave, parce qu'il y a encore le poids, si vous voulez, de Sébil-Kiran qui pèse, et ses partisans, n'est-ce pas? Et il y a un chef du gouvernement qui, lui, le pauvre, il bataille et il s'arrange évidemment pour fabriquer et construire un consensus, mais il y arrive difficilement. Donc, et en face, il y a évidemment un parti qui monte en puissance, qui est le RNI, mais qu'on essaie un petit peu de casser et de freiner l'élan, mais je veux dire, qui avance tout de même, n'est-ce pas, à sa manière. Il y a un autre parti donc, qui est pratiquement évaporé, qui s'appelle le PPS, un autre de la même manière qui s'appelle l'USFP, et il y a un mouvement populaire qui est en crise, parce que s'il ne l'était pas, il n'aurait pas élu. Il n'est pas en crise, il vient d'élire son secrétaire général. Oui, mais justement, moi j'interprète ça comme une crise. J'allais dire c'est du passif, hein. C'est une maladie comme le diabète qui monte silencieusement. On ne peut pas. Politique. Un monsieur que j'aime bien, qui est là depuis une trentaine d'années, c'est quand même c'est pas un chef de parti politique. Il a été élu. Mais je voudrais revenir sur la question que vous a posée Jamal Hattabi. Oui. Pourquoi la majorité ne se met pas d'accord? Ils sont 6, ils ont la majorité. Pourquoi ils ne se mettent pas d'accord pour conquérir ce deuxième perchoir, si on peut appeler ça un perchoir aussi? La politique au Maroc, ça a toujours été un petit peu le compte à soi, tout simplement. Et l'équilibre difficile qu'il faut fabriquer, qui est conjoncturel et jamais constant. Donc c'est ça. Et la politique, évidemment, comme dirait l'autre, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà,
C'est un équilibre difficile, c'est le juste milieu. Et on essaie, de toute façon. Mais la Constitution a prévu qu'il y ait au moins une ou deux commissions, vous me corrigez, professeur, qui soient commissions parlementaires permanentes, qui soient données à l'opposition. Oui, mais pas le poste de président de la deuxième chambre. Est-ce que c'est une opposition, ça? Vraiment? Ce que je voulais. Ben ça, sur le papier, oui, c'est une opposition, et dans la réalité aussi. Il n'y a qu'à entendre les joutes. On verra bien que c'est une opposition. Ce n'est pas une mauvaise chose que l'une des chambres, notamment la haute, c'est-à-dire la Chambre des conseillers, soit présidée par quelqu'un de l'opposition. Même si, évidemment, on peut émettre quelques réserves sur le sens même et la conception même de ce que c'est une opposition. On le voit aux États-Unis, il arrive souvent qu'à terme ou à mi-terme, le speaker, il est... soit quand l'hôte de la Maison-Blanche est démocrate, soit républicain, ou inversement. On le voit, par exemple, il y a la Commission des finances en France. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Mais j'ai dit à terme ou à mi-terme. Il arrive souvent qu'à terme ou à mi-terme. C'est ça. C'est qu'en France, on appelait la cohabitation à l'époque. On va parler tout à l'heure des États-Unis d'Amérique. On est à l'approche des élections mi-terme. Il se peut que dans l'une ou l'autre, ou dans les deux, parce que ça arrive aussi que les deux chambres soient dans l'opposition à la majorité présidentielle. Donc, je dis, ce n'est pas vraiment... Oui, mais le président du Sénat aux États-Unis et le vice-président du... Je le disais, il y a également la Commission des finances. Nous l'avons repris dans la Constitution de 2011 en accordant des commissions à l'opposition de droit. Il faut que ça soit précisé. Ça existe. C'est-à-dire, c'est essayer de créer cette dynamique, de faire participer tout le monde, de faire contribuer tout le monde au poste essentiel de la décision. Ça sera tout à fait nominal, en fait, parce que si M. Mass ou Abdessamad Rioux sont élus à la présidence, ils seront de toutes les manières élus avec les voix de la majorité. Donc il n'y aura pas véritablement de risque. Ou alors avec l'abstention de la majorité. Alors avec l'abstention de la majorité, c'est pas ce qui s'est fait. C'est pas ce qui s'est fait. C'est pas ce qui s'est fait il y a 3 ans. C'est une autre façon de dire que c'est les voix de la majorité. Ben non, c'est-à-dire peu importe. C'est-à-dire il se peut que soit de façon tacite ou explicite, on se dise que la deuxième chambre devrait être à l'opposition. Présidée par l'opposition quand la Chambre basse... Avec des voix de l'opposition, ce qui présenterait un problème pour... C'est ce qu'on appelle le contrôle parlementaire, c'est ça. Ça risque d'être de l'entrave à l'action. Alors, non, c'est une question d'équilibre, en fait. C'est une question d'équilibre des forces au sein d'un paysage politique illisible. Donc aujourd'hui... on n'a pas la capacité, en fait, d'analyser ce qui se passe, même entre les deux protagonistes à l'intérieur de l'opposition. Qui sera demain le président de la deuxième chambre? Est-ce que ça sera le président sortant? Est-ce que ça sera l'autre? Donc c'est un jeu qui, pour le moment, n'est pas visible, n'est pas très clair. Mais en somme, en fait, en général, il y va d'une question d'équilibre entre le gouvernement et l'opposition. Et à mon avis, c'est une très bonne chose. Nous sommes en période d'apprentissage. Un apprentissage peut-être qui dure, mais c'est un apprentissage qui est solide. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Peut-être qu'ils ne fonctionnent pas à 100%, mais pour le moment, nous avons des résultats qui sont acceptables. Il faudrait attendre qu'il y ait un renouvellement de certaines élites partisanes, de manière à ce qu'elles soient conformes à l'esprit de la Constitution, puisqu'au niveau de la lettre, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je continue de dire que une opposition qui dirige une deuxième chambre, c'est un peu compliqué, surtout avec les voix de la majorité. C'est une belle transition, sauf qu'aujourd'hui, à la tête des partis... Aujourd'hui, c'est le cas en France aussi. À la tête de certains partis, il n'y a pas une autre logique. Il n'y a pas eu de transition au mouvement populaire, ni non plus au PPS. Il n'y a pas de transition, puisque ce sont toujours les mêmes qui sont reconduits. Alors, puisque vous parlez du PPS, le parti ne se relève toujours pas de l'éviction de sa secrétaire d'État Sharafat Afilal, et il doit se prononcer sur son sort gouvernemental dans 1 mois. À quoi vous attendez-vous, Naïm? Mais vous me répondrez après la pause. La moitié du temps est déjà passée. On se retrouve dans quelques instants. Merci.
Bonjour, nous reprenons notre deuxième partie, donc notre débrief en deuxième partie, après une première partie qui avait été consacrée à la rentrée parlementaire et aux forces de présence, et avant de nous en aller à Washington pour les élections de mi-mandat. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Naïm Kamal, directeur de Kuwait.ma, avec Hassan Alaoui, directeur du mensuel Maroc Diplomatique, et du professeur Jamal Htabi, doyen de la faculté de droit et d'économie de Mohammedia. Juste avant la pause, Naïm, je vous posais la question sur le PPS, qu'on dit encore hésitant sur son sort gouvernemental après l'éviction après la suppression du... Hésitant, c'est vous qui le dites. Pardon? Hésitant, c'est vous qui le dites. Ah ben, je vous pose la question. J'utilise une expression. Je vous pose cette question, beaucoup. Après, libre à vous de garder hésitant ou de dire qu'ils sont résolus à quitter le gouvernement ou à y rester. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je crois que c'est réglé. C'est réglé depuis le début. Hein. Tout le reste, c'était une façon, disons, d'adoucir le choc et d'amortir. Donc ils sont réglés, ils partent? Non. Vous les voyez dehors, franchement. Ah, je vous pose la question. D'abord, eux, ils ne se conçoivent pas en dehors du gouvernement. Ça fait 20 ans qu'ils y sont aussi. Oui, mais non, ils se savent qu'ils n'ont aucune existence aujourd'hui en dehors. Déjà, ils n'avaient pas beaucoup d'existence par le passé. Et aujourd'hui, encore plus. Et depuis 20 ans, ils se sont érodés. Même leur mentalité a beaucoup changé. Ils se sont rodés et érodés. Oui, le gouvernement oui, est érodé pour le reste. Érodés, je ne sais pas, mais érodés, c'est sûr. D'accord. Alors, donc, je crois qu'à Marrakech, il y a eu une réunion la semaine dernière où Nabil Ben Abdallah a tranché la décision. Il a dit, peut-être à demi-mot, peut-être entre les lignes, mais il a dit que leur place est encore dans le gouvernement. Et moi, je reste convaincu que si on ne les met pas dehors, ils ne sortiront pas. Voilà. Très bien. Alors, Jamal Htabi, on revient sur des questions plus techniques, plus juridiques. Où en sont les lois sur la grève et la mazérité, des lois organiques qui devaient d'ailleurs être adoptées, être au moins soumises au Parlement par le gouvernement lors de la première législature, après l'adoption de la Constitution, selon l'article 86, si je me souviens bien, de la Constitution. Ça n'a pas été fait. Elles en sont où, ces deux lois? Oui, j'allais dire, en fait, c'est une tradition. Hein. Nous sommes fidèles à une tradition. Nous avons traîné pendant longtemps la loi organique concernant le droit de la grève depuis 1962. Et puis, bon, d'une manière très subtile et très intelligente, on a respecté l'esprit de la Constitution puisque la majorité des lois organiques, 21, ont été déposées devant le Parlement avant la fin de la législature, la dernière législature. Aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup, il en reste 3. Donc, la loi organique concernant le droit de la grève, la loi concernant la mazérité dans les deux volets, que ce soit le volet concernant la mazérité ou la culture marocaine, et puis la dernière loi concernant, c'est parti. Donc, mais nous sommes dans un état d'esprit favorable et pour permettre justement à ces lois d'être prêtes avant la fin de cette législature, puisque l'une des lois dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, c'est l'article 133 relative au recours pour inconstitutionnalité. La loi a été sortie du Parlement, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc il y a un travail qui a été fait, un travail conséquent, puisque la majorité des lois organiques ont été votées et ont été mises en application, que ce soit les lois concernant les institutions, que ce soit la loi concernant la vie générale des Marocains. Donc, tout ce qui concerne aujourd'hui les instances sont pratiquement en application. Il reste ces lois-là qui sont extrêmement difficiles à gérer au niveau politique et social. Quand il s'agit et c'est très sensible, la mazérité, donc c'est un problème qui nous concerne tous. Donc il faut trouver la bonne formule. Le droit de la grève, donc c'est quelque chose que nous traînons depuis le début de l'ère constitutionnelle marocaine et ça continue. Donc elle doit être le résultat
d'un accord entre les partenaires sociaux, le gouvernement, etc. Le dernier, je crois que le recours par voie d'exception pour la constitutionnalité, donc c'est quelque chose qui est technique, ça va être revu et elle passera devant la Cour. Là, vous parlez de l'article 80, c'est ce qui dit que ça devait être fait pendant la première législature. Ça devait être fait avant. Mais ça, on l'a résolu d'une manière subtile. À la fin de la législature, de l'ancienne législature, on a déposé des textes en disant qu'on va les traiter après, puisque l'article que j'ai sous la main ici parle qu'il doit être soumis pour approbation. Il ne dit pas qu'il doit être approuvé, soumis pour approbation avant la durée suivant la promulgation de la dite Constitution. Donc on ne parle pas, on a réussi à trouver l'astuce qui a permis au gouvernement, aux législateurs d'être conformes à l'article 80. Si vous posez cette question, c'est que vous avez une idée derrière la tête. Quelle est la nuance? Non, sincèrement, parce que soumis à l'approbation ou approuvé, j'aimerais bien comprendre la nuance, la subtilité. Initié, déjà, on a initié la discussion. Adopté, c'est adopté, c'est-à-dire c'est en train de discuter. On a mis la loi en action, on l'a initiée. On répond à la première phrase qui est ici très claire, doivent être soumis pour approbation, donc pas approuvés. Donc si on avait dans le texte constitutionnel approuvé, et là on aurait eu un petit problème. Là soumis, donc on a soumis les textes, et puis subtilement on a évité l'obstacle constitutionnel. Alors avant de passer au deuxième sujet, je voudrais vous poser une question. Le Conseil constitutionnel trancherait dans le sens inverse. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Ah bah oui, il faudrait la saisir. Non, parce que mais d'ici là, il y a une question que je voudrais. Justement, c'est ça la subtilité de la chose constitutionnelle. Quand on veut trouver des subtilités, on les trouve. C'est une ingénierie. C'est ça la loi, Naïm. C'est ça la loi. On peut trouver des choses. Ingénierie on ne va pas créer une crise constitutionnelle parce qu'il y a un article qui n'est pas passé. Bon, vous allez dans ce sens. On va revenir à la dernière question que je voudrais vous poser tous les trois. C'est qu'il y a eu 2 lois qui ont été adoptées il y a un certain temps, mais qui sont entrées en vigueur cette année, qui sont des lois qui sont de nature à changer les mentalités. Donc c'est une question à vous trois. C'est la loi 103/13 sur la violence à l'égard des femmes, la lutte contre la violence à l'égard des femmes, et c'est la loi 19/12 sur le personnel de maison. Ce sont des lois qui sont fondamentales, des lois qui sont de nature à changer la mentalité des Marocaines et des Marocains, mais qui sont des lois on a l'impression qu'elles sont passées un peu inaperçues. La presse a dit qu'elles sont entrées en vigueur, et puis voilà, on n'en parle plus déjà. Alors c'est quoi votre sentiment? Est-ce que c'est un gouvernement qui devrait agir un peu plus et vraiment se battre pour les faire appliquer et surtout faire la communication? Alors c'est le Parlement qui doit organiser des tables rondes, des séminaires, des rencontres. Comment ça se passe? On commence par vous, Hassan. Moi je pense que j'estime personnellement que ce n'est pas trop tôt. C'est bien. J'approuve, j'applaudis effectivement à 2 mains et tout, mais ce n'est pas... Je veux dire, ça devait être pris en considération et donc accompagné d'une loi et d'un texte législatif, si bien sûr, bien entendu, et même donc d'un mouvement de répression, hein, pardonnez-moi le mot, c'est comme ça, depuis longtemps. Aujourd'hui, évidemment, ce sont les faits, ce sont les événements, les MeToo, tout ça dans le monde entier qui ont fait qu'on prend conscience de plus en plus, évidemment, mais il faut aussi, encore faut-il encadrer aussi cette revendication, je veux dire, très très forte de la société, parce qu'il y a maintenant le côté, réglementaire qu'il faut tout de suite mettre en œuvre pour que, évidemment, les parties concernées, c'est-à-dire l'agresseur, pardonnez-moi l'expression, et la victime comprennent évidemment les enjeux. Il n'y a pas encore, moi je souligne, qu'il n'y a pas de pédagogie à ce niveau-là. Et voilà, c'est devenu une littérature de slogans. Le dernier que nous vivons, c'est Ronaldo, le pauvre, lui aussi, donc il est tombé. Et il faut, c'est pour ça qu'il faut tout de suite... C'est un jugement de valeur, ça, on ne sait pas s'il est pauvre ou pas pauvre. Il faut toujours, tout de suite, légiférer pour pas que ça devienne un petit peu, et qu'il y ait le revers de la médaille que... n'importe qui, vous montez dans un ascenseur tout seul avec une femme, comme aux États-Unis, à New York, n'est-ce pas? Et vous êtes en train de trembler parce qu'en sortant, il va vous dénoncer. Très bien. Pour la loi 19/12 ? La loi 19/12 des personnels de maison. Des personnels de maison, c'est la moindre des choses, franchement. C'est un archaïsme qu'il fallait combattre et briser tout de suite. Et il faut aller là, il faut aller très vite. Très, très, très vite pour l'adoption, que le Parlement adopte tout de suite et qu'on réglemente.
Très bien. Jabal Ahtabi, toujours la même question sur les deux lois. Je crois que, comme le disait Sila Alaoui tout à l'heure, il était temps pour nous d'agir sur ce volet-là qui nuit à l'image du Maroc, notamment à l'étranger. Donc, en conseil... Vous parlez de la loi sur le personnel de maison ou sur la violence? Les deux en fait, sur la violence et notamment dans le côté harcèlement. On conseille aux touristes féminines, généralement, de ne pas se promener le soir, de ne pas rester seules, etc., etc. Et c'est une très mauvaise habitude des Marocains de chercher, parce que ça nuit à l'image du Maroc. Donc il était temps pour nous d'agir à ce niveau-là et d'agir de manière assez ferme. Mais c'est vrai, en fait, qu'on a besoin, de sensibilisation. Donc on a besoin de sensibilisation. Là, c'est le rôle de la presse, c'est le rôle aussi des associations, de la société civile, d'accompagner la loi avant la mise en application. La loi avait déjà laissé 6 mois, puisque entre la promulgation et la mise en application, on avait de mars à septembre pour familiariser les Marocains avec les nouvelles règles. Il y a des choses aujourd'hui qui sont proscrites de manière extrêmement ferme. Et la deuxième chose aussi, le personnel de maison. Le personnel de maison, il y a deux choses. Il y a le personnel mineur, qui est extrêmement grave, et il y a le personnel non déclaré. Une disposition transitoire pour le personnel mineur. Non déclaré. Ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles il fallait agir, parce que nous sommes ouverts sur le monde et nous sommes un pays où tout circule. Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. On ne peut plus rien cacher. La preuve, c'est que malheureusement, nous sommes très très mal classés au niveau du LIDH, au niveau de l'indice du développement. Ça, parce que c'est pas parce que nous sommes moins bons que les autres pays, que nos voisins, mais parce que nous sommes une société qui est ouverte et une société qui n'interdit plus rien au niveau de l'expression. Donc ces choses arrivent à être exprimées et surtout arrivent chez les autres. Et notre pays doit séduire les investisseurs, doit séduire les touristes, etc. Donc il fallait assainir au moins juridiquement. Bien entendu, assainir juridiquement, il faut l'accompagner avec une sensibilisation et un assainissement social, débarrasser le pays et la société de ce genre de pratiques qui sont répréhensibles. Et ça, c'est une autre paire de manches qui, à mon avis, ne risque pas d'être gagnée dans les jours à venir. Donc il faut vraiment c'est le genre de loi qui prend du temps à entrer dans les mœurs. Qui commence même par la refonte qui commence à l'école, par la refonte des programmes à l'école, etc., par la maison, parce qu'on ne devient pas harceleur comme ça, on devient harceleur parce qu'il y a une tradition d'harcèlement chez nous à laquelle... Donc c'est bien ce que tout le monde dit, il faut un accompagnement pédagogique aussi bien au niveau des harceleurs qu'au niveau des employeurs. Naïm Kamal, donc vous avez le dernier mot sur ce thème-là. Dernier mot, je ne l'aurai certainement pas sur ces deux problèmes-là. D'une manière tout à fait formelle ici sur le plateau. Pour le reste, j'espère que vous l'aurez d'ailleurs, ça irait plus vite, mais ça m'étonnerait. Non, c'est-à-dire que ces deux lois soient nécessaires, ça ne souffre pas la discussion, c'est acquis. Vous savez, il y a une vérité qu'il faut toujours rappeler. La production d'une loi obéit à deux canaux. Soit elle vient consacrer une mutation sociétale qui a déjà eu lieu, et soit elle la précède. Ou elle veut l'initier et la précède. Devancer. Dans ces deux cas-là, nous sommes dans cette situation-là. C'est-à-dire que nous avons deux textes de loi qui veulent produire du changement à l'intérieur de la société pour répondre à un besoin, à une protection et à une demande. Et même une prise de conscience. Même une prise de conscience chez nous. Nous sommes tous conscients. Oui. Tous les Marocains aujourd'hui sont conscients que ce n'est pas une bonne chose. Tous les Marocains, mais je ne m'aventurerai pas. Non, tous les Marocains. Il y a des résistances quand même, professeur. Il y a énormément de résistance. On a vu toute la dérision avec laquelle la loi sur les violences faites aux femmes a été accueillie. On a vu sur les réseaux sociaux, dans les discussions. Soyons honnêtes, regardons-nous vraiment dans un miroir. Son numéro, dites-vous, avec beaucoup de dérision. 103-13, elle a été adoptée en 18. C'est vraiment notre premier souci, etc. Et nous savons que nous sommes aujourd'hui dans une régression conservatrice et misogyne de la société. Et ça, cette loi vient pour essayer de stopper, essayer d'arrêter. Maintenant, de là à ce qu'elle soit du jour au lendemain opérationnelle, c'est un autre problème, je n'y crois pas. La loi également sur le personnel de maison,
vous savez, quand vous avez une société, je prends rien que cet exemple et je m'arrête, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble du problème. Parce que, non, il faudrait une émission pour ça, toute seule. Qui ne serait pas suffisante au demeurant. Oui, vous avez une société, je prends un exemple très simple, vous avez une déperdition scolaire au niveau primaire et secondaire énorme, c'est-à-dire des mineurs. La question qui se pose, qu'est-ce que vous faites de ces mineurs s'ils ne vont pas travailler? Il n'y a pas de circuit de formation professionnelle. Et on a beau discourir, la vérité est qu'ils sont dans la rue, ou pour les familles qui sont dans le besoin, on les met à travailler comme apprentis, ou on les met à travailler chez des gens, pour les petites filles, pour les filles plus âgées, avec tous les risques auxquels elles sont exposées. Et donc, je vous dirais, vous savez, le SMIG, aujourd'hui, il existe depuis que le Maroc indépendant existe. Et légalement. Est-ce qu'il est, appliqué partout? Ça viendra. Bon, rapidement. Ce qui est positif, c'est qu'on a un arsenal juridique aujourd'hui qui interdit ce genre de pratique. Donc l'assise, elle est là. L'assise juridique est là. Les contrevenants, c'est comme le code de la route, comme partout. J'ai commencé, il y a des lois qui sont là pour devancer les choses. Et c'est ce qui se passe. Ça ne souffre pas la discussion. Naïm, je vous vois très enthousiaste sur ces créneaux-là. On y reviendra, c'est sûr, sur ces deux lois, parce qu'elles sont encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nature à changer les mentalités. Pour changer les mentalités, comme chacun sait, il faut du temps. Et donc, on va laisser du temps au temps, mais on y reviendra. Et donc, il s'agit du premier test électoral grandeur nature pour le président américain Donald Trump. Vous l'avez compris, on est déjà passé au deuxième thème. Après 2 ans de politique qu'on dit chaotique et agressive, mais qui colle exactement à ce qu'il avait dit qu'il allait faire, Donald Trump se présente devant les électeurs qui devront renouveler la totalité des 435 représentants de la Chambre du même nom et 33 des sénateurs qui sont au nombre de 100. C'est une élection qui va avoir lieu dans le système américain qui est assez particulier. C'est le mardi suivant, le mardi suivant le premier lundi de novembre. En gros, c'est le 6. Alors, Jamal Khattabi, comment se présente cette élection? Pour le président, elle se présente bien. Donc le président aujourd'hui, il est dans une posture qui, malgré tout ce qui se dit, réussit tout ce qu'il touche. Donc avec un objectif principal qui est celui de l'intérêt des États-Unis. Il n'a que faire de ses partenaires, même les partenaires stratégiques traditionnels parfois, et ça flatte l'ego des Américains. Donc moi, je ne serais pas surpris à ce que pour la première fois, les deux chambres ne basculent pas. Généralement, dans ces élections intermédiaires, la subtilité du système américain fait qu'il y a en contrebalance entre un président et le Congrès. Donc, aujourd'hui, les signaux tels qu'ils sont renvoyés par les instituts de sondage aux États-Unis, etc., font qu'il n'y a pas, je ne dirais pas que les choses sont faites, mais le président, avec sa personnalité, où il y a une clarté dans le discours, il y a une clarté aussi dans le geste, et ce n'est pas quelqu'un qui se contredit, même s'il revient parfois sur certaines décisions, mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, pour les Américains, moi je parle du petit peuple, je parle de ceux qui vont voter, je ne parle pas de l'intelligentsia américain qui... bien entendu, n'apprécie pas ce genre de président ni sa politique. Mais au niveau du citoyen moyen américain, Trump fait le travail et il faudra lui donner les outils pour travailler. Et les outils pour travailler, ce sont des lois, et les lois se font à l'intérieur du Congrès. Alors, Hassan Alaoui, il y a eu quand même, sur ces 2 dernières années, depuis l'élection de Donald Trump, pas mal de choses. Des livres à charge, celui de Michael Wolff, celui de Bob Woodward. Il y a eu des tribunes, le jour de la dernière étant celle anonyme du New York Times, qui a été écrite par quelqu'un ou un groupe de gens à l'intérieur de l'administration. Il y a eu les démissions en cascade, les poursuites judiciaires sur l'affaire Demer, avec l'actrice qui l'accuse d'un certain nombre de choses, les Russes, les frasques fiscales, enfin un certain nombre de choses. Et là, on a un taux de participation qui est traditionnellement bas aux États-Unis, qui était de 52-53%, sachant que les démocrates sont plus abstentionnistes que les républicains. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout ça, si les démocrates y vont, ils sont en train de tout faire pour que leurs électeurs y aillent, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, contrairement à ce que dit Jamal Khattabi, Donald Trump soit en difficulté pour cette élection? Moi, je voudrais tempérer un petit peu, entre guillemets, l'optimisme de mon cher ami.
c'est qu'il C'est faut le pessimisme, c'est Non, pas je l'optimisme. ne suis pas du tout. Ça dépend de quel angle de vue. Dans quel angle de vue on se voit. Ça dépend. Ça dépend. Pour l'instant, c'est leurs élections. On va les laisser faire leurs Par élections. rapport à Trump. Au niveau de l'image de marque de Trump, aujourd'hui, il y a quand même un chiffre, il n'y a que 41%, n'est-ce pas, qui lui font confiance. Sa cote a très, très, très baissé. Il est en train de jouer, je veux dire, le pompier, parce que dans son camp, ça bouge et ça risque aussi de cramer. Pardonnez-moi l'expression. Il faut oublier, mais il a réussi des choses. Il a réussi évidemment à flatter l'ego des Américains. Par exemple, le dernier événement, c'est l'élection du juge donc, Kavanaugh et l'autre, n'est-ce pas? Il a réussi naturellement, il a réussi par exemple à baisser les impôts de 37% à 22%. Ce qui a boosté l'économie. C'est ce qui booste l'économie. C'est pas un cas d'école, Kavanaugh, parce qu'il n'a pas été... Attendez, Naïm, laissez-le terminer sa réponse. Alors, très rapidement. C'est pas le suffrage, c'est les congressmen qui l'ont élu. On ne peut pas vraiment le prendre pour témoin de ce que pourrait être. Non, c'est quand même une victoire de Donald Trump. Les congressmen, c'est les congressmen qui sont, donc c'est les républicains qui sont pour majorité qui détiennent les deux chambres, il ne faut pas l'oublier, le Sénat et ça risque de changer bien sûr le 6 novembre, mais ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que ce monsieur, il a réussi sur le plan intérieur, il a gonflé l'ego des États-Unis, du peuple américain, mais il y a quand même comment dirais-je, un sinistre global qui est celui donc de toutes les phrases, comme dit mon ami, n'est-ce pas? C'est d'abord l'histoire du retrait de l'accord nucléaire. J'ai même noté, c'est le retrait de l'UNESCO, c'est le retrait de l'accord international sur le climat, c'est le recours, le retrait du Conseil des droits de l'homme, c'est important. C'est aussi donc l'installation, je veux dire, de Jérusalem comme, de l'ambassade à Jérusalem, le Quds. Et tout ça, ça fait partie aussi j'allais dire, un petit peu du bilan passif. Et je mettrai quand même en évidence quelque chose qui est important, parce que les deux événements sont liés. Il y a 3 jours, son ambassadeur l'Indien, son ambassadeur aux Nations Unies, Nikki a démissionné. Mais cette Nikki, c'est elle qui est à l'origine. C'est elle qui est à l'origine de ces retraits. Tous, pratiquement, elle était derrière. N'est-ce pas? Qu'elle soit partie maintenant parce qu'elle est en conflit avec Pompeo et avec Bolton, ça souligne effectivement que aujourd'hui, ça bouge à la Maison-Blanche et que M. Trump, qui s'apprête à mener une politique de division au sein de ses adversaires, tremble lui aussi et que ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas acquis le 6 novembre prochain. 6 novembre prochain. Alors, Naïm Kamel, ce n'est pas une situation finalement qui est inédite, parce qu'on se rappelle de George Bush Jr., qui était rejeté par l'opinion publique internationale et qui avait été réélu un peu difficilement, mais réélu quand même. Est-ce que là, ce n'est pas véritablement un cas d'école ou une situation inédite, parce que là, ce n'est pas de la politique extérieure, ce n'est pas de la vision d'idéologie géostratégique, c'est carrément de l'économie. Et c'est ce qu'est en train de faire Donald Trump, qui lui réussit parfaitement maintenant. À court terme aux États-Unis et porteur des germes d'une crise. Et pourtant, est-ce que c'est pas comment ça se fait que les Américains soient totalement fermés à ce que disent, parce que finalement leur président, entre guillemets, on le dit assez souvent d'une manière un peu galvaudée, mais c'est quelque part le cas, c'est le président du monde, c'est le président de la première puissance du monde. Comment ça se fait que les Américains soient totalement fermés à ça? L'histoire des États-Unis d'Amérique, depuis qu'ils sont puissance mondiale, depuis que la Pax Americana s'est installée, c'est-à-dire après essentiellement la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une alternance de renfermement sur soi et d'ouverture. Donc ça varie de conjoncture à l'autre. Ce n'est pas un fait nouveau. Aujourd'hui, ils sont dans ce repli sur soi, c'est-à-dire ils sont en train de dire que ce que nous faisons pour le monde, alors qu'ils le font en vérité pour eux-mêmes, quand il y a de l'armée américaine dans les pays du Golfe, ce n'est pas pour protéger, comme il le prétend Donald Trump, les monarchies pétrolières, c'est pour protéger les puits pétroliers dont usent et abusent précisément les Américains. Quand ils sont dans des bases en Asie, au Japon, en Corée, ce n'est pas pour les beaux yeux des Japonais et des Coréens, c'est pour
cantonner la Chine, c'est pour assurer leur mainmise sur le monde. Or, aujourd'hui, il y a et c'est ça ce qui est génial avec Trump, c'est qu'il inverse toutes les données, et lui qui parle tout le temps de fake news, crée de l'illusion que c'est l'Amérique qui paye pour le monde, alors que c'est le monde qui paye pour l'Amérique. L'Amérique vit à crédit, les États-Unis, pas l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, vivent à crédit, vivent surendettés, vivent au détriment du monde. Donc, mais toute sa force, et justement c'est là où peut-être ce qui explique sa popularité dans une grande partie de l'opinion publique américaine, c'est de pouvoir créer cette illusion. Dernière question. Juste très rapidement. C'est en fait pour les Américains qui sont pragmatiques. Le pragmatisme américain, il est basé sur l'intérêt des États-Unis et l'intérêt des Américains. Et pour les Américains, Trump fait le boulot. Il fait le travail du président qui défend les intérêts. Si jamais il perd la Chambre des représentants, très rapidement, Jabal Hattabi et Hassan Aloum, très rapidement, en 30 secondes, si la Chambre des représentants est perdue par le Parti républicain, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on passe à la procédure de destitution, le fameux impeachment? Je ne sais pas. Vous savez, les États-Unis, c'est un système qui est basé sur la séparation stricte des pouvoirs. Ça peut mener au blocage des institutions, mais l'institution a créé... Réponse rapide, je n'y crois pas. Très bien. Mais la pratique constitutionnelle américaine a créé ce qu'on appelle le parlementarisme des couloirs. Et les parlementaires américains votent en fonction de leur intérêt, en fonction de l'intérêt de leur circonscription. Des républicains qui voteront démocrates et des démocrates qui voteront républicains. C'est pour ça que nous disons généralement, dans l'alternance entre les démocrates et les républicains, nous disons c'est blanc, bonnet blanc. Désolé, très rapidement, Hassan Alaoui. Moi, je pense que c'est, la conjugaison un petit peu des faits. Par exemple, le brûlot du journaliste du New York Times, l'article du New York Times, les scandales qui vont continuer, ça pourrait effectivement pousser, comme en 1974, à la démission à l'introduction de la procédure de destitution. Et ce n'est pas par hasard qu'ils sont deux républicains. C'est une procédure très longue. Ouais. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.